Chers internautes, chers membres aussi de Thé de Dakar, Cité de Dakar, aujourd'hui nous avons l'insigne honneur de recevoir quelqu'un qu'on ne présente pas du tout, Pierre Goudiaby Atepa, un homme, un Sénégalais, quelqu'un qui a pu aujourd'hui, de par ses œuvres, accéder à l'universalité, et c'est peu de le dire. Mais aujourd'hui, il y a les jeunes et les moins jeunes qui vous regardent dans ce groupe qui polarise plus de 900 000 membres. Si aujourd'hui vous deviez vous présenter, qu'est-ce que vous allez dire? D'abord, je vous remercie. Je dois dire que je suis d'abord très heureux de voir que vous êtes tous des jeunes qui maîtrisiez les nouvelles technologies qui sont devenues vieilles du reste. Et vraiment, j'en suis très heureux. Ça veut dire que petit à petit, la jeunesse est en train de prendre la part qui lui revient dans le concert du développement national. Parce que ça aussi, ce que vous faites participe du développement. Comme vous le savez, je suis architecte. Ça fait 45 ans cette année que j'exerce mon métier ici et ailleurs. Mais je me définis plus comme un architecte du développement. En ce sens que, en dehors de l'architecture, comme vous le savez, je suis président du collectif des cadres casamançais. Je suis également président de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Je suis fondateur, cofondateur avec un ami indien de ce qu'on appelle le India Africa Council. Donc, nous faisons tout ça. Et comme vous le savez également, nous avons des bureaux un peu partout. On en avait un sur les Champs-Élysées maintenant, puisque comme vous le savez, toute l'énergie du développement, j'allais dire, du monde a changé de place. Donc nous sommes à Beijing. Nous sommes également, on a un bureau de représentation à Moscou, etc., etc. Nous sommes bien sûr en Afrique, à Abidjan, on ne pas le nommer. Nous sommes en Angola depuis quelque temps, etc. Donc nous nous décrivons comme un architecte du développement, et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez également, nous sommes dans les satellites. Nous comptons lancer le premier satellite de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes également, vous avez vu des voitures électriques, voire des voitures solaires devant mon bureau. Nous travaillons sur ces projets-là également. Donc, nous essayons de faire les choses de la manière la plus globale possible. Très bien. Donc, on va s'arrêter encore sur votre parcours. Où est-ce que vous avez fait vos études? Où est-ce que vous avez vu le jour? Est-ce que c'est l'école sénégalaise? Vous êtes un produit de l'école sénégalaise? Des deux. Je suis né à Ziguinchor. Mes parents sont d'un village qui s'appelle Baïla, mais je suis né à Ziguinchor. J'ai fait mes études au collège Saint-Michel, ensuite à Blaise Diagne, où j'ai eu mon bac en 1968, ça veut dire il y a 50 ans. Du bac, je suis allé directement aux États-Unis. Bon, en passant, j'ai eu 3 bourses. Une pour aller en Europe, une pour aller au Canada et une pour aller aux États-Unis. C'était des bourses d'excellence? Oui, vous pouvez l'appeler ainsi. Très bien. Donc, et j'ai choisi les États-Unis. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. D'accord, très bien. Et maintenant, on va parler des gens qui s'intéressent le plus à votre parcours, surtout les jeunes qui vous ont longtemps vu comme quelqu'un qui appartient à une certaine élite. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est un cliché, un stéréotype, ou bien est-ce que vous appartenez au peuple? Mais je pense que, bon, c'est peut-être pas moi, comme on dit en Wolof, ça vous faut de mais je pense que je me suis toujours intéressé à la jeunesse. Toujours. Depuis que je suis rentré, j'ai créé avec les jeunes, notamment de l'université, Campus B, un journal pour les jeunes, pour les étudiants. J'ai été régulièrement invité dans les facultés à travers le Sénégal et ailleurs. Quand je voyage un peu partout, je demande à rencontrer les jeunes pour une raison bien simple. L'avenir est à vous et il nous appartient à nous, les plus âgés,
de vous encadrer, de vous accompagner. Et c'est ça que j'ai toujours essayé de faire. C'est pour cela, oui, donc on dit que je suis très proche des jeunes. Oui, pourquoi pas. Je suis proche des jeunes et ce n'est ni un cliché, ni une mode. C'est parce que oui, je suis convaincu que l'avenir, c'est la jeunesse. Et que nous avons une responsabilité, nous, qui sommes plus âgés, qui avons plus d'expérience, c'est pratiquement un devoir, c'est plus qu'un devoir, que de vous accompagner, de vous écouter et de voir comment nous devons faire tous ensemble, et c'est mon slogan, pour que demain soit meilleur pour vous. Aujourd'hui, vous êtes architecte, certes, vous avez réalisé énormément de choses, mais aujourd'hui, on voit dans l'écriture. Vous jugez utile de parler aux Sénégalais, aux Africains, mais surtout à la jeunesse à travers des ouvrages. Vous avez publié Sénégal Rec. Quelle est la pertinence de cet ouvrage? Bien, avant la pertinence de l'ouvrage et le fait d'écrire, vous savez que c'est les écritures qui restent. Et je demande à tous ceux qui peuvent le faire d'écrire ne serait-ce qu'une partie de leur histoire pour partager leur expérience. Et également, pourquoi pas, partager leur vision et du monde et du Sénégal d'aujourd'hui, mais surtout du Sénégal de demain. C'est la raison pour laquelle, il y a un peu plus de 5 ans, j'avais publié l'ouvrage « Oser », avec vous d'ailleurs, avec les jeunes. Et au passage, je remercie tous ceux qui s'étaient mobilisés à l'époque parce qu'on a fait, j'allais dire, un trop-plein au Grand Théâtre pour donner des réflexions sur le développement. C'était Oser, 12 propositions pour un Sénégal émergent. Je reprends d'ailleurs certaines de ces réflexions. Quelles sont devenues ces propositions qui ont été faites? Ben, je dois dire qu'il y en a au moins une qui a été prise en compte, c'est le solaire. Vous savez, moi j'ai fait, comme je l'expliquais, j'ai fait ma thèse sur le solaire, sur l'énergie solaire en 1973. Et déjà, j'avais conçu un bus solaire que j'avais mis dans une ville que j'avais appelée la ville idéale africaine, qui était Solar City. Donc, j'avais déjà préconisé qu'on aille dans le presque tout solaire et déjà, j'avais conçu un tricycle ici, qui était là dans mon bureau, solaire, qui marchait à l'énergie solaire. Aujourd'hui, on a fait un pas un peu plus. Donc ça a été pris en compte. Mais je dois à la vérité de dire que malheureusement, les autres propositions sont restées lettres. 5 ans après, vous reprenez la plume pour un autre ouvrage beaucoup plus percutant, Sénégal Rec. Pourquoi d'abord le titre Sénégal Rec et ensuite quelles sont les grandes lignes de cet ouvrage? Alors Sénégal Rec parce que maintenant nous sommes sortis, j'allais dire, de la théorie vers la pratique. Sénégal Rec parce que nous avons décidé d'entrer en politique à 71 ans. D'aucuns penseraient que c'est un peu tard, mais je pense que non. À 71 ans, on a peut-être, il me semble, la maturité qu'il faut pour voir les choses avec le maximum de détachement. Donc c'est un livre campagne? Non, ce n'est pas un livre campagne, c'est un livre programme. C'est un livre programme parce que si vous permettez, je vous le montre, pas pour faire la publicité, hein, pourquoi pas. C'est un livre programme, Sénégal Rec, ensemble pour une refondation et dans un autre titre, on a dit refonder et bâtir. Pourquoi Sénégal Rec? Est-ce que le choix du titre aussi, André Gide qui le dit, qui choisit en réalité le projet, mais là, est-ce que c'est pour dire que l'intérêt du Sénégal a été malmené depuis 58 ans? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Votre question est plus que pertinente et percutante. Parce que moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est notre pays. Ils prennent la politique pour s'organiser eux-mêmes pour leurs intérêts. Donc, Sénégal Rec veut dire que nous souhaitons le faire. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour bâtir le Sénégal? Pape, ce n'est pas normal que quand vous faites le tour du monde, il n'y a pas un pays où vous n'allez pas trouver un Sénégalais d'une compétence avérée qui est retenu par les autres pays ou les institutions internationales. Je donne l'exemple dans le livre, jusqu'au pilote
de l'Airbus A380, c'est le premier Africain, c'est un Sénégalais. J'allais même dire le premier noir, c'est un Sénégalais. Il en est de même dans beaucoup d'autres domaines. Mais alors, expliquez-moi, pourquoi chez nous, bon, je ne jette la pierre sur personne. Il y a énormément de médiocres qui essayent. Bon, parfois, ce n'est pas de leur faute, Ndeysaan. Mais ce n'est pas normal que l'élite ne soit pas aux affaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit Sénégal REC, ensemble pour une refondation. Pourquoi une refondation? Et on l'avait dit déjà dans le premier livre, Oser. Refondation parce que nous avons comme l'impression que les fondamentaux sont en train de disparaître. Et il faut les corriger, comme dirait Senghor, en faire une relecture. En quoi faisant? En quoi faisant? Très bien. D'abord, il faut voir fondamentalement où est le problème. Quelle est la racine du mal? Est-ce que ce diagnostic a été fait dans cet ouvrage-là? Oui, absolument. Il a été fait. Il a d'abord le diagnostic du mal, je vais vous dire. Il y a d'abord que nous sommes convaincus que le patriotisme doit être la racine du développement. Quand vous êtes patriote, vous ne pouvez pas être corrompu. Parce que quand on vous donne de l'argent pour faire un hôpital ou de l'argent pour faire une école, vous ne pensez pas à votre poche. Malheureusement, souvent, c'est le cas. La corruption ne peut être éradiquée que par des patriotes. Et je lance un appel à la jeunesse. Ne vous y trompez pas. C'est l'honnêteté qui va faire que vous allez redresser ce pays-là. Ou alors que nous allons le redresser ensemble. L'honnêteté, la droiture, la discipline. Donc ça, c'est le patriotisme, lutter contre la corruption et ensuite... Dans une civilisation globale. Bon, qu'on parle nos langues nationales, bien sûr, mais si vous voulez rayonner à travers le monde, et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde sans frontières, apprenez l'anglais, d'autant plus qu'aujourd'hui, il vous est très facile, avec Internet, tous les jours de prendre... Est-ce qu'il fait son travail ou pas? Ben, je n'ai pas jugé, mais je pense qu'il faut peut-être revoir, et c'est là, quand je parle des fondamentaux, revoir le fonctionnement de tout ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on aille apprendre, non. Il faut tout un système qu'il faut élaborer pour qu'il en soit ainsi. Pour que nous puissions, encore une fois, demander aux jeunes à partir de 18 ans de faire au moins 6 mois dans l'armée. Parce que, encore une fois, la discipline, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas bien travailler et vous ne pouvez pas accéder, j'allais dire, à l'émergence. Bon, je n'aime plus ce mot parce que parfois il est galvaudé, mais enfin, c'est un mot que j'ai utilisé bien, oui, bon, mais je l'ai dit avant tout. Mais restons dans le système, pour parler du système. On vous reproche aussi d'être un élément, un produit du système, quelqu'un qui a traversé tout le système depuis Léopold Sédar Senghor jusqu'aujourd'hui Macky Sall. On dit même que vous avez été ministre conseiller d'Abdoulaye Wade, que vous avez aussi eu à collaborer avec Wade et Macky Sall, surtout dans le cadre du pétrole. C'est vous qui avez introduit Franck Timis aujourd'hui et on sait ce qui en est suivi. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez expliquer votre rôle et votre responsabilité dans la succession des différents régimes et plus précisément par rapport à l'histoire Timis? Quel a été votre rôle dans cette histoire? Très bien. Vous me donnez, je vous remercie parce que vous me donnez peut-être l'occasion d'expliquer des choses que des gens de votre génération ne savent pas. D'abord, quand je suis venu en 1973, Senghor était président de la République. Je suis allé le voir, c'est le premier architecte sénégalais à être entré, et je lui ai dit, bon, je veux un accompagnement. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Yalla Yalla Beysatol. Je l'ai compris, c'était le meilleur conseil qu'on pouvait me donner. Deux ans après, avec un confrère, un grand frère d'ailleurs, Cherngol, nous avons fait un concours international avec tout le monde. Nous avons gagné. J'avais 28 ans. J'ai fait la tour de la BCAO
J'avais 28 ans, il y a 43 ans, à peu près. C'est de là, sans que personne ne m'ait aidé, que j'ai fait des concours nationaux et internationaux, que j'ai gagné les 10 derniers concours que j'ai faits à l'échelon national et international. Donc, pape, je n'ai jamais eu besoin de qui que ce soit en politique. Ceci dit, je prends Senghor comme mon mentor parce que c'est intellectuel. Et c'est là où il est intéressant que des gens comme nous puissions avoir des jeunes comme vous qui puissiez voir peut-être le parcours ou ce que nous avons à vous dire et l'écouter. Senghor est parti, Abdou Diouf est venu. Je dois d'ailleurs dire que Senghor m'a beaucoup aidé en faisant une seule chose. Il m'a fait une recommandation auprès d'un chef d'État, Sassou Nguesso pour ne pas le nommer, qui m'a donné le goût. C'est ce qui m'a donné le goût de l'export, pour parler ainsi. Abdou Diouf vient, je n'étais pas son conseiller, mais j'étais son ami, son jeune frère, comme il disait. Et il y a beaucoup de conseils qu'il a pu prendre de moi. Wad vient dans la maison où nous sommes. Il y a 30 ans, il est venu ici, le président. Il était ministre conseiller sans portefeuille. On m'a dit, ah, il y a le ministre Wad qui est là. Bon, je ne le connaissais pas, je le connaissais parce que, etc. Il est venu me dire ceci. Pierre Goudiaby, partout où je vais en Afrique, je vois que vous avez fait des choses. Mais pourquoi ne faites-vous rien avec le gouvernement sénégalais? Je dis parce qu'on ne m'a pas demandé. Tous les projets que j'ai, c'est des projets privés. Diouf ne vous sollicitez pas? Non, c'est pas qu'il n'ait pas voulu me solliciter, mais bon, il y a eu des concours qui ont été faits en dehors du gouvernement que j'ai gagnés et je n'en avais pas besoin, grâce à Dieu. J'avais déjà beaucoup de travail. Mais encore une fois, Diouf, lui, par contre, m'a présenté à Mobutu. Parce que le président Mobutu est venu en voyage il y a une trentaine d'années, peut-être 35 ans. Il était sur la terrasse du palais, il voit la tour de la BCEAO. Il dit, mais qui a fait ça? C'est des Français? Diouf lui dit, ah non, 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 c'est un de mes jeunes frères, Pierre Goudiaby. D'ailleurs, je vais le faire appeler. Bruno Diatta a appelé ici, il n'y avait pas de portable à l'époque. On me dit, il y a les chefs d'État qui t'attendent, qui veulent prendre le petit déjeuner avec toi. Foncé, je suis allé, c'est parti. Mobutu m'a pris en estime et il m'a confié du travail que j'ai essayé de faire, pas des palais. Après ça, donc, Wad, entre-temps, vient me voir. Là, vous avez le décret. Non, mais bien avant le décret. Et c'est ça qui est intéressant. Wad est venu me voir, vous savez, moi, dafa am fit. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il est venu me dire, il me dit, écoute, moi, j'ai pas d'argent. Et je ne suis pas au pouvoir. Mais j'ai des idées. Est-ce que vous voulez m'aider à les développer? J'ai dit oui. Il est venu me chercher ici. Nous sommes allés jusqu'à l'école Ponty parce qu'on cherchait un endroit pour faire un nouvel aéroport. Déjà à l'époque? Oui. Alors qu'il n'était pas encore au pouvoir? Il n'était pas au pouvoir. Mais Wad, vous savez, c'est ce que les gens ne connaissent pas. Il est venu après, il est revenu me voir pour qu'on aille chercher un endroit pour faire l'université du futur. Quand on lui a discuté la paternité de l'aéroport, non, ça c'était même pas, c'est ridicule. Non, ceux qui le disent, c'est ridicule. Il y a des débats dans lesquels je ne rentre pas parce qu'il faut interroger l'histoire. C'est un faux débat. C'est un faux débat. D'ailleurs, à un moment, je pense que le président Sall avait souhaité donner le nom de l'aéroport au président Wad. Je lui en ai parlé entre nous. Il m'a dit, Pierre, je n'en veux pas. Parce que j'ai décidé, on avait décidé que c'est Blaise Diagne, vraiment, c'est pas la peine. Alors, donc, tout ça pour vous dire que Wad est venu me voir, et c'est moi qui ai préfinancé tous les projets. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a beaucoup de projets sur lesquels je n'ai pas pris un franc. Je vous le dis tout de suite, afin que nul n'en ignore. C'est les merveilles? Non, les 7 merveilles, ça, les 7 merveilles, nous avons commencé le théâtre, que nous avons fini. J'ai commencé le musée des civilisations, vous savez quoi? On m'a éjecté du musée des civilisations, alors que c'est moi qui l'ai commencé avec les Chinois. C'est qui Ben, le pouvoir actuel, pour ne pas le nommer, malgré les instructions du président. Et c'est là aussi où il y a quelque chose qui ne va pas. Le chef de l'État donne des instructions, les ministres, on dirait que ce n'est pas leur problème. C'est qui exactement? Non, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas, mais voyez qui s'occupe
du théâtre, etc. C'est le ministre de la Culture. Je ne sais pas, je ne dirai pas son nom. C'est même pas le ministre, je vais vous dire. C'est un haut fonctionnaire qui est au ministère et qui va se reconnaître. Mais là également, le ministre a été faible, il a laissé faire. Mais je ne rentre pas dans ces considérations-là, c'est pas Maintenant, le décret, finalement, pourquoi vous avez accepté d'être ministre du Conseil de Wade? Alors, je vais vous dire, voilà une histoire aussi qui est intéressante. Dans cette maison-là, on élit le président Wade. La bonne qui est là, qui ne parle pas français, le téléphone sonne le lendemain. Wade appelle, elle me dit, ah, qui téléphone bi le président elle ne sait pas c'est quoi République. Wade a appelé lui-même, il dit c'est le président de la République. Léontine, c'est son nom, me dit ah patron qui téléphone bi le président et Wade a entendu, il me dit qui khana diola. J'ai dit oui monsieur le président, c'est une vraie diola. Il me dit bon écoute tu viens au point. Je viens. Il me dit voilà, je veux faire de toi, je suis en train de faire mon cabinet, il faut que tu sois mon ministre conseiller. Je lui ai dit, monsieur le président, le vote est secret. Mais moi, je vous dis, je n'ai pas voté pour vous. J'ai voté pour Abdou Diouf, qui est mon ami. Donc, je ne peux pas être votre conseiller. Il m'a dit, Pierre, tu votes pour qui tu veux, ce n'est pas mon problème. Tu as des compétences que je reconnais, dont j'ai besoin pour travailler mon pays. Et je t'impose, je te dis, tu es mon architecte conseil et mon conseiller spécial. Je lui attendais, je dois appeler ma maman, je vais appeler mon épouse et mes enfants. Je vais appeler Diouf pour lui demander si je peux accepter. Parce que presque c'est mettre un pied dans la politique. Ma femme et ma maman m'ont dit, tant que tu ne fais pas de politique, Pierre, il n'y a pas de problème. Écoutez bien la suite de l'histoire. J'appelle Diouf qui était au Maroc. Je dis, monsieur le président, bon, je suis un peu gêné parce que le président de la République souhaite que je sois son conseiller spécial. Bon, j'ai des relations avec vous qui font que je ne peux pas accepter sans que nous en ayons discuté. Il m'a dit ceci, Pierre, Ablaye Wade veut le bien de ce pays. Tout ce que tu as fait pour moi, si tu peux le doubler, le quintupler, il faut le faire. Voilà une belle histoire que les gens ne connaissent pas. Donc, je suis venu à l'invitation du président Wade. Et j'étais architecte conseil et conseiller spécial du président sans un franc. Je n'ai pas pris un franc du budget du Sénégal. Pas un franc. Quand je faisais mes missions, c'est moi qui payais. Jusqu'à la plus grande mission que j'ai faite, d'après moi, quand il s'est agi de renégocier le zircon. Et je le dis, je l'ai écrit dans le livre Oser. Très bien. Donc maintenant, attendez, c'est important.